Si tu veux devenir mangaka, tu devras passer par une case, celle du dossier d'édition. Nous abordons ce thème avec Louis, un mangaka professionnel sortant son premier tome avec Glénat aujourd'hui, se nommant Red Flower. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'un dossier d'édition, de quoi est-il constitué, comment se déroule une année lorsqu'on est édité, je te laisse poursuivre ton écoute en commençant par la première question. Qui es-tu? Alors pour ceux qui savent pas, moi c'est Louis et ça fait 3 ans que du coup je suis en auto-édition avec la série Red Flower Stories, qui est en fait une série d'histoires courtes. Moi j'adore les one-shots qui tournent autour de la culture ouest-africaine, qui va être inspirée de contes, de légendes ouest-africaines, mais aussi de beaucoup de choses imaginaires, d'histoires que j'ai inventées, de tout ce qui me passionne en gros. Donc ça va être chaque chapitre des petites histoires qui vont aller de arts martiaux à fantasy, à gorilles géants. Il y a des histoires de mon enfance, il y a des histoires inventées. Et tout ça sur un fond, on va dire, qui est culturellement ouest-africain, parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Du coup, ouest africain, c'est quel endroit Le spécifiquement? Ghana. Après, j'ai passé presque 20 ans au Ghana. J'ai été un peu au Togo aussi. C'est majoritairement là-bas que j'ai grandi, donc on va avoir un fond de baobab, on va avoir un fond de jungle tropicale, et puis tous les motifs et les couleurs qui vont avec, quoi. Pour ceux qui savent pas, on va tout de même introduire la notion de dossier d'édition. Donc si toi tu devais définir qu'est-ce que c'est qu'un dossier d'édition, tu dirais quoi? Un dossier d'édition, bah, ça va être un document qui est destiné déjà à des éditeurs, on va dire, et qui est censé présenter un projet dans le but de signer derrière un projet en question. Donc, c'est quelque chose qu'on va envoyer dans le but de vendre un projet en particulier, si je devais le résumer au plus basique. Et du coup, de quoi est-ce qu'il est constitué pour rentrer maintenant un peu plus dans les détails? Il va être composé de plusieurs choses en fonction du projet. Parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de tout le temps tout mettre dans un dossier d'édition. Et je trouve qu'au contraire, des fois, c'est bien d'être bref parce qu'on est dans une démarche marketing, on est dans une démarche de vente. Et que du coup, des fois, le fait d'être assez rapide, ça peut être un atout. Donc, après, voilà, les grands éléments les plus classiques, dans le contexte du manga, je dis bien, ça va être les pages qui vont servir d'exemple, non seulement du dessin, mais aussi de la narration. Ça, je peux développer un peu plus tard. Ça va être la présentation des personnages, ça va être la présentation de l'univers. Il ne faut pas oublier la note d'intention, qui va être une espèce de, pas une lettre, mais un paragraphe ou deux de la part de l'auteur qui décrit en fait son intention avec cette œuvre, qui peut aller au-delà de juste l'histoire qu'il veut raconter, mais qui va être aussi dire à l'éditeur, voilà, quelle cible marketing est-ce qu'il veut toucher, quelle tranche d'âge, en fait, c'est destiné à qui cette œuvre, et tous les éléments que l'auteur juge utile à dévoiler à l'éditeur pour le convaincre que c'est un projet intéressant, quoi. Mais du coup, tu as dit que des fois, on n'avait pas forcément besoin de mettre beaucoup de choses. Donc pour toi, un dossier d'édition, on va dire un peu bref, mais qui reste qualitatif, est-ce qu'il faut mettre tout ce que tu viens de citer ou il y a des choses qu'on n'est pas obligé de mettre, quoi? Mais moi, ma philosophie, c'est que si l'idée est intéressante, de base, l'éditeur, il va t'en demander plus. Je suis pas du tout du genre à penser qu'il faut absolument tout dévoiler. D'ailleurs, dans mon dossier d'édition avec Glénat, j'ai pas tout raconté sur l'histoire. Il y a énormément de choses que j'ai pas... Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de l'éditeur. Le gars, il a pas le temps. Il est occupé, il doit recevoir au moins 5 ou 10 dossiers d'édition tous les jours, si ce n'est plus, pour les grosses maisons d'édition. Donc déjà, la moitié, elles vont même pas arriver jusqu'à sur son bureau, parce que c'est les stagiaires ou c'est des éditeurs un peu plus bas qui vont faire le tri, ou c'est la secrétaire, ou je sais pas exactement comment ça marche dans toutes les maisons d'édition, mais voilà, l'éditeur en chef ou celui qui est chargé, il va pas tout recevoir. Donc déjà, il y a un tri qui va être fait purement sur l'aspect visuel, ou alors à la première lecture du premier paragraphe. Donc en fait, si ton dossier d'édition il fait déjà 20-30 pages et que le gars il se dit waouh, il faut que je me tape tout ça, et il ouvre la première page et en fait il y a des pavés de texte et pas beaucoup d'images, et que la présentation elle est pas ouf, ou qu'il y a trop de texte et il se dit ouais, il va falloir que je lise tout ça, déjà ça le décourage en fait. Donc pour moi, plus c'est pas forcément une bonne chose. Vaut mieux donner 2-3 éléments hyper intéressants qui vont tout de suite servir d'accroche, plutôt que de mettre 3000 pages de pavés
de textes qui veulent rien dire et qui vont pas être lus en fait. Et du coup, quand tu parlais de pages de narration, de pages de dessin, est-ce qu'il faut envoyer un chapitre en entier pour avoir du coup la narration de base, on va dire, donc le début de l'histoire, le but d'un chapitre 1, ou Ouais. alors c'est plutôt des pages qu'on trouve très bonnes, par exemple si dans le chapitre 1 on a déjà dessiné par exemple le chapitre 1 et 2, et qu'on trouve par exemple une dizaine de pages belles, mais entre les chapitres qui n'ont pas forcément de lien entre elles, est-ce que du coup on fait ça ou vraiment c'est mieux d'envoyer quelque chose qui se suit quoi comme l'entièreté d'un chapitre? Ben, tu vois, ça va dépendre ça va dépendre de comment tu racontes en tant que personne. Moi, je trouve qu'il faut mettre les choses qui vont mettre en avant le meilleur côté de ton travail. Donc, par exemple, si tu es un gars qui fait des one-shots avec beaucoup d'action, qui fait des one-shots avec beaucoup d'aventure, beaucoup de dynamisme, il va falloir le montrer ça dans le dossier d'édition. Et donc, si tu as fait un chapitre avec 50 pages, faut pas mettre les 50 pages parce que peut-être déjà ça va être trop long à lire, mais ensuite, si les pages vraiment intéressantes, elles sont, disons, à la page 35, 36, 37, il faut pas attendre que l'éditeur... Il faut pas donner la chance à l'éditeur de décrocher avant d'arriver au point le plus intéressant de ton travail. Donc pour moi, il faut directement lui balancer. Moi, je suis d'avis qu'il faut mettre entre 8 et 10 pages hyper pertinentes, montrer à fond la narration. Et encore une fois, si l'éditeur il regarde tes pages, il se dit ah ouais c'est ouf et il est curieux, et ben il va t'en demander plus. Il va te dire voilà moi j'aimerais des pages de plus et là tu peux lui balancer tout le chapitre. Alors que si tu es un gars dont la narration c'est le point fort, et ben peut-être lui mettre les 5 premières pages parce que là du coup tu vas lui montrer moi je sais commencer une histoire, moi je sais développer une intrigue. Là regarde, dès les 5 premières pages en fait je t'accroche directement, je pique ta curiosité et c'est ça mon point fort en fait. Et encore une fois, pas besoin de 50 pages pour faire ça, parce que le plus tu lui en montres, le plus il a le temps pour trouver en fait tes points faibles et tes défauts. Donc pour moi, juste les 10 pages les plus ouf du projet, les 10 pages les plus représentatives de tes points forts, il faut les balancer, mais pas forcément dans le bon ordre. Et du coup, est-ce qu'on peut s'entraîner à faire des dossiers d'édition avant de les envoyer directement du coup à la maison d'édition? Ah ouais, il faut, hein. Ah oui, il faut carrément. Les dossiers d'édition, c'est comme les one-shots, hein. Ça se réfléchit, ça a une structure, ça a une amorce, ça a un climax, ça a tout un développement. On pourrait même dire que moi, mon dossier d'édition, enfin mes dossiers d'édition, je les ai traités comme des one-shots, je les ai traités comme des histoires. Et donc le deuxième était nettement supérieur au premier. Donc il faut s'entraîner à faire des dossiers. Et les dossiers, c'est pas que quelque chose que tu envoies en papier, c'est aussi quelque chose que tu pratiques toi-même. Je sais pas qui a lu le bouquin, comment il s'appelle, L'anatomie du scénario par John Truby. Mais en fait, il y a des exercices dans ce bouquin vis-à-vis du scénario qui t'entraînent à résumer ton histoire en une phrase hyper accrochante. Que souvent les gens, enfin moi je croise beaucoup de gens en salon, en convention qui viennent me voir en dédicace et ils me disent voilà j'ai une histoire et ils veulent me la raconter et je lui dis bah ça parle de quoi? Et là ils disent bon alors il faut que je te dise déjà qu'au début voilà ça va être un truc en 3 arcs et du coup il faut que tu saches que bon au tout début et moi immédiatement déjà j'ai pas le temps parce que j'ai plein de gens à voir et en plus c'est pas hyper intéressant donc il faut apprendre à accrocher directement le lecteur ou alors l'éditeur dans ce cas. Et ça s'entraîne. Enfin, ça se travaille. Et du coup, est-ce que tu aurais des exercices pour s'entraîner à faire des dossiers d'édition? Juste en faire plusieurs, le montrer à des gens. Enfin, en faire un, le montrer à des gens, voir les retours, demander à ses proches. Bon, là, tu trouves que c'est intéressant, tu trouves que c'est compréhensible. Et puis écouter les retours et retester. Puis après, le montrer aux éditeurs. Parce que de toute façon, je pense pas que beaucoup de gens vont signer dès le premier dossier. Hein. C'est faire un dossier, le balancer aux éditeurs. Si on est chanceux, on a une réponse un peu détaillée en mode pourquoi on n'a pas voulu. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, ils disent juste non. Et retravailler, remontrer à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Du coup, là, c'est une question un peu plus complexe. Ouais. Donc, c'est quels sont les avantages et inconvénients d'être édité dans une grande maison d'édition, puisque toi, du coup, tu es édité chez Glénat. Mais du coup, on va commencer par quels sont les avantages d'être édité dans une grande maison d'édition. Alors, les avantages, ça va être la distribution tout simplement. Moi, c'est la plus grande raison pour laquelle je voulais signer avec Glénat, en fait, c'est pour avoir accès à toute cette distribution en grande surface, en librairie, ce réseau national et presque international qu'ils vont avoir. Là, bon, mon tome, il n'est pas encore sorti, hein, donc ça va être pour le 21 juin.
Mais déjà, il va être placé en librairie, il va être à Cultura, il va être à la Fnac, chose que moi je ne pouvais pas faire en auto-édition, ou alors que j'aurais pu faire, mais ça aurait été un travail monstrueux de logistique et d'organisation. Rien que de placer mon bouquin avec plusieurs libraires, déjà j'ai tenté le truc, et ça a été hyper relou. Il faut garder en tête où sont tes bouquins, qui t'a payé, qui t'a pas payé, combien d'exemplaires t'as vendu, tout ça. C'est Donc là, voilà, il y a Glénat qui se charge de tout ça. Moi, pour les prochaines dédicaces, j'aurais juste à débarquer avec ma petite valise. Bonjour tout le monde, je dédicace, après je rentre chez moi tranquille, quoi. Donc c'est surtout ça qui Il va n'y a m'intéresser. pas tout ce travail de logistique à effectuer, quoi. Ouais, parce que là, pour l'instant, chaque fois que je vais en déplacement, c'est moi qui ramène mes bouquins, c'est moi qui boucle les événements, c'est moi qui gère le logement, le déplacement, les frais, la compta, ramener mes bouquins chez moi si j'ai pas tout vendu. Il y a énormément de logistique que je me tape tous les jours, alors sans même penser avoir un réseau sur toute la France et être placé en librairie. Non, c'est gigantesque. Ok. Et au niveau du dessin, du scénario, de ceux qui touchent vraiment le manga, est-ce que tu as vu des avantages? Des avantages, et ben tout simplement, après il y a plein de gens qui vont l'avoir de base de par leur communauté ou de par les gens qui côtoient, mais moi je trouve qu'avoir un interlocuteur supplémentaire à qui montrer ses idées, à qui parler du scénario, c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé avec leurs éditeurs et je suis pas à l'abri de ça non plus, mais pour l'instant, mon éditeur chez Glénat, il est très passionné, il est hyper intelligent sur les retours qu'il me fait. Et du coup, chaque fois qu'il me fait une critique ou un retour sur mon scénario ou mon dessin, c'est hyper pertinent et c'est des choses que j'ai peut-être pas vues sur le moment ou que j'ai raté. Et du coup, ça me pousse à faire un travail qui est tout simplement plus qualitatif. Et là, l'exemple qui me vient en tête, c'est la couverture de mon tome 1 là, qui va sortir, qui m'ont fait refaire 3 ou 4 fois quand même. Et à chaque fois, c'était chiant, mais à chaque fois, ils avaient raison. Et au final, la couve que j'ai actuellement, j'en suis très content. Comparé à la première couve que j'avais pondue qui était très moche au final. Ok. Et du coup, les inconvénients, s'il y en a, ça serait quoi? Et les inconvénients, c'est du coup, je suis plus seul sur le projet, donc il faut que je compromette sur certains trucs. Par exemple, la couve, j'en suis contente, mais le logo qu'on va utiliser pour ma série, bah, c'est pas... Il est bien, et puis j'ai bataillé pour avoir un truc que je voulais aussi, mais bon, ils ont leurs impératifs d'éditeur, donc le logo, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Et après, il me convient. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a les délais, il y a les choix de police dans le tome, parce que voilà, je voulais une certaine police pour, par exemple, la narration. Je voulais qu'il y ait une police en particulier. Ils m'ont dit que non, Glénat, ils ont leur charte graphique et cette police, ils ne l'utilisent pas comme ça, ils l'utilisent toujours pour les flashbacks. Donc je pouvais pas l'avoir pour la narration. Je fais ah ouais, d'accord et tout. Donc voilà, moi là où quand j'étais en auto-édition, bah, chez Livre, je faisais tous les choix que je voulais. Là, j'ai pas forcément le choix sur certains trucs. Ouais, donc ça serait un peu la liberté qui est légèrement restreinte. Voilà, bah faut apprendre à faire des compromis, quoi. Tu vois, ce que je t'ai dit précédemment par rapport au fait qu'on me fasse des retours pertinents, bah des fois c'est cool parce que je trouve pertinent, des fois c'est moins cool parce que j'étais pas d'accord. Mais bon, faut savoir compromettre. Il y a certains points sur lesquels j'ai compromis et au final, c'est pas si grave que ça parce que quand j'y pense, ils me donnent énormément de liberté sur tout ce qui est dessin, scénario. Ils ont quasiment rien changé à mon scénario. Ils m'ont juste suggéré 2-3 trucs qui au final étaient une bonne idée. Donc, tu vois, j'apprends à prendre sur moi, quoi. J'avais une question, c'est est-ce que du coup, en plus de ton éditeur, tu peux échanger par exemple avec d'autres auteurs qui sont édités dans la même maison que toi? Donc d'autres auteurs de Glénat par exemple? Ouais, oui, après ça c'est pas nouveau du fait que j'ai signé. Par exemple, chez Glénat, il y avait Christophe Cointeau, que je connaissais déjà et avec qui je parlais déjà. Donc, bon, après, le manga c'est un petit milieu, donc on se connaît un peu tous. Et oui, c'est pas une particularité d'avoir signé. Après, je pense que du fait, ça je l'ai pas encore vu parce que j'ai pas encore commencé à tourner avec Glénat, mais je vois déjà que les auteurs d'Ankama ou les auteurs de Kana, quand ils bougent tous ensemble en convention, bah forcément tu développes des affinités plus rapidement avec d'autres gens parce que tu les vois souvent, tu vois. Ouais. Mais de la même manière que moi, tous les gars qui sont en auto-édition, je les connais très bien parce qu'on se voit tout le temps, tu vois. Ok. Est-ce que pour toi, il y a un déclic ou en tout cas, est-ce que le fait de passer d'amateur à pro est marqué par
quelque chose? Alors, je t'avoue que c'est la question que j'ai compris le moins, celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire par déclic, en fait? En gros, un déclic, c'est est-ce que le fait d'être signé, c'est là qu'on passe, par exemple, d'un auteur amateur à un auteur pro, ou est-ce que c'est avant le fait, par exemple, de faire des dossiers d'édition ou d'acquérir un certain niveau en dessin qui fait que justement on peut se prétendre pro, ou alors c'est juste quelque chose qu'on se dit soi-même, je suis devenu pro depuis tant de temps. Je, je pense que du moment que tu es payé pour faire ce que tu fais et que tu en vis plus ou moins, je pense que tu es déjà pro. Je sais pas si vous voyez Maliki, il est en auto-édition complètement et pourtant personne ne dirait que c'est pas un pro. Bon, après, il avait déjà été signé, mais voilà. Je pense pas que le fait d'avoir signé ou pas, c'est ça qui fasse la différence. Pour moi, tu peux être semi-pro si tu as une grosse activité, mais que tu ne vis pas complètement de ton activité. Et je pense que tu es pro au moment que tu commences à en vivre complètement, ou presque. Ok. La question, enfin, la réponse n'est pas hyper précise, mais je pense que ça va plus être ça. Parce qu'il y a plein de gens qui font le choix de ne pas signer aussi, hein, pour des raisons de liberté, pour des raisons de plein de choses, et qui pourtant sont très pros, ça fait des années qu'ils bossent là-dedans, ils vivent très bien de l'auto-édition, et voilà, eux, c'est juste un choix de rester solo, quoi. Comment est-ce que ça se déroule une année quand on est édité Une de A année, à Z? je t'avoue que je ne l'ai pas encore faite l'année, parce que bon, pour l'instant, je faisais mon top. Mhm. Bon, il y a eu la signature, après, si tu te racontes, il y a eu la signature en novembre 2020. Là, on est quoi? On est en 2023. Ouais, 23. Du coup, il y a eu la signature en novembre 2021. Donc après, bon voilà, j'ai eu quelques réunions à Paris où on a parlé storyboard, on a parlé scénario et tout. Ils ont tout validé pour le premier tome, on a parlé un petit peu de la suite. Moi, je suis rentré, j'ai fait du storyboard, j'ai tout envoyé, je suis remonté à Paris, on a fait une grosse réunion pour regarder toutes mes planches. Et après, ils m'ont lâché, j'ai commencé à dessiner tout seul. Donc je sais qu'il y a d'autres éditeurs qui demandent d'avoir des planches ou des retours pour valider les trucs. Ça n'a pas été le cas avec moi, donc moi j'ai pu dessiner tout seul et après je suis retourné vers eux quand j'avais fini. On a commencé à parler de quête, on est en train de faire des réglages pour la police de caractère, la mise au propre de tout, la correction orthographique, le choix des polices, tous les petits trucs chiants que je savais pas qu'il fallait faire avec Glénat. Et du coup voilà, tout ça, ça a pris un an. Donc au total, tu as travaillé combien de temps, on va dire, pour pouvoir valider ton tome et avoir sa sortie le mois prochain? Un an et 2 mois, mais ouais voilà, on va dire ça, un an et 2 mois. Et est-ce que tu as des deadlines à respecter, ou est-ce que tu es assez libre sur ton temps? Est-ce que tu dois rendre certaines choses, par exemple, tous les mois pour voir une certaine avancée, ou alors c'est vraiment une grande plage horaire qu'on te laisse et tu dois tout finir d'ici Ouais, bah, c'est ça, mais je pense que pour mieux m'organiser, parce qu'en fait, ils m'ont laissé une grande plage horaire, mais derrière, moi, je savais pas qu'il y avait énormément de choses à faire supplémentaires en termes de maquette, en termes de correction orthographique, en termes de travail avec les lettreurs, les services presse, les journalistes, les dédicaces et tout. Donc, je t'avoue que j'ai un peu pris du retard, ou en tout cas, j'ai pris trop de temps à faire le côté dessin. Donc, pour les prochains tomes, je vais essayer de m'imposer un rendu mensuel en gardant en tête tous les éléments que j'ai découverts récemment. Voilà, pour pas être surpris à nouveau, quoi. Et du coup, une question que j'aurais pu te poser au début, Ouais. c'est quand tu as présenté ton dossier d'édition, comment en fait tu as su que ça avait été retenu? Est-ce que c'est via un mail? Comment ça s'est déroulé par la suite? C'était un appel téléphonique parce que j'étais monté à Paris pour une réunion avec 2 éditeurs de chez Glénat. On avait passé la journée à parler, là. Je leur avais parlé un peu de mon projet, qu'est-ce que je voulais faire avec. On avait mangé ensemble, on avait eu une deuxième réunion l'après-midi. Et ensuite, le soir, ils m'avaient demandé, voilà, on avait parlé salaire, on avait parlé signature. Moi, je leur ai dit ce à quoi je m'attendais, et je leur avais aussi posé un impératif en termes de temps. Parce que justement, ce que j'avais entendu de la part de beaucoup d'artistes, c'est que des fois, on a plein de réunions avec les éditeurs et ils répondent pas pendant 3, 4, 5 mois. Et derrière, bah, toi, tu es là, tu sais pas trop ce que tu fais de ta life. Et moi, je voulais surtout pas que ça m'arrive, en fait. Donc, je leur ai posé un impératif. J'ai dit à Glénat, bon, on est déjà en novembre.
Moi, je vous le dis de suite, je veux une réponse sous 2 semaines. Sinon, je signe ailleurs, ou sinon, je leur ai dit, en fait, je leur ai pas dit je signe ailleurs, je leur ai dit dans 2 semaines, je veux savoir ce que je fais. Soit j'enclenche un nouveau tome d'auto-édition et j'ai mon projet, soit je signe avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, moi, dans 2 semaines, je veux être sur un nouveau projet. Donc, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, je serai en train de faire quelque chose. Donc, je leur ai donné ce impératif de 2 semaines et au final, ils m'ont rappelé le lendemain matin. Donc, ça n'a pas pris très longtemps. Et comme ils ont été réactifs, j'ai voulu bosser avec eux. Mais du coup, ça a été après avoir eu les réunions où tu as du coup Ouais. présenté, j'imagine, ton dossier d'édition. C'est ça. Ouais, j'étais monté à Paris en novembre 2021. On avait passé la journée ensemble. Le soir, j'étais allé crécher chez un pote. Et le lendemain matin, en fait, d'ailleurs, c'est l'appel de Glénat qui m'a réveillé. J'avais encore la tête dans le cul, hein. Et, ils m'ont dit que c'était bon pour eux ce que j'avais demandé la veille. Et puis voilà. Donc après, j'ai reçu les papiers chez moi. Je les ai signés. C'était aussi la période Covid. Sinon, je serais retourné les signer en personne, mais c'est la période Covid, donc ils voulaient minimiser un peu les contacts, donc ils me les ont envoyés par la poste, on a signé et puis basta. Ok, et du coup, si c'est pas trop indiscret, je sais pas si tu peux en parler, mais comment ça se passe la première réunion, on va dire, où tu parles de ton dossier d'édition? Ouais, non, je peux en parler, y a pas de souci. La première réunion, après, c'était un peu la rencontre des différents éditeurs avec qui allaient potentiellement chapeauter le projet. Eux avaient déjà reçu mon dossier, hein, ils avaient mon dossier, donc ils connaissaient l'histoire. Si je suis monté à Paris, c'est parce qu'ils m'avaient invité. Donc ils connaissaient déjà le taf et clairement ça les intéressait. C'était juste pour parler un peu plus dans les détails, quoi. Le nombre de pages, comment je voyais ça, quel rythme je voulais adopter, qu'est-ce que voilà, enfin, un peu tout. Et donc après, pour moi, c'était très convivial, hein. On a parlé de beaucoup de choses, on a rigolé sur mes lectures de manga, quelles étaient mes influences, quelles étaient mes inspirations, qu'est-ce que je me voyais faire dans 5-10 ans, enfin plein de trucs, quoi. C'est comme un entretien d'embauche, mais un peu plus convivial, parce que le manga c'est assez cool. Ok, et du coup, j'avais une petite question aussi là-dessus. C'est, ouais, une fois que tu as fait la réunion et qu'ils t'ont dit tout ça, du coup, au niveau de ton synopsis, parce que ça, c'est une question qu'on m'a posée lorsque j'avais demandé des questions pour ça, est-ce qu'on te demande d'avoir tout ton synopsis de fait? C'est-à-dire que par exemple, si, je sais pas comment ça se passe, mais est-ce que déjà tu dis le nombre de tomes que tu voudrais faire? Ouais. Est-ce que tu signes un tome, puis après tu signes plusieurs autres tomes? Et est-ce que tu dois avoir ton histoire de A à Z, ou alors c'est juste le tome que tu as signé où on te demande d'avoir l'histoire au complet, quoi? Je pense que ça dépendra de chaque auteur, parce qu'en fonction de la longueur de ton histoire, moi j'avais déjà toute l'histoire, parce que mon histoire elle est en 5 tomes, donc forcément elle était déjà écrite. Donc je voulais savoir la fin, mais après je l'avais pas écrite dans les moindres détails, c'est-à-dire que j'avais fait tome 1, j'avais fait un pavé hyper détaillé de qu'est-ce qui se passe. Je pense que je l'ai écrit en 2 pages. Tome 2 et 3, je pense que j'ai fait un pavé assez détaillé, mais sur une demi-page chacun. Tome 4 et 5, c'était vraiment un résumé dans les grandes lignes en un paragraphe, quoi. C'était un tout petit truc. Donc voilà, ils savent comment ça se finit, mais je me suis laissé la liberté de pas tout écrire, parce qu'après c'est chiant de pas pouvoir changer les choses, quoi. Donc un peu de tout. Ouais, donc là tu es libre, si demain tu veux changer des choses, on va dire, dans le scénario, tu vas toujours avoir la même fin, mais tu gardes tout de même cette liberté de pouvoir changer un peu les événements de l'histoire. Voilà. Bon, dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que forcément, moi je leur ai promis un truc, je leur ai dit que la série serait en 5 tomes, donc je vais pas la rallonger, par exemple. Et puis après, même dans l'esprit de l'œuvre ou dans l'esprit de la série, si j'ai envie de changer des trucs, je pense que l'éditeur aurait quand même son mot à dire, parce qu'au final il a signé pour un truc. Si tout d'un coup je décide de rajouter un truc à rien à voir, je pense qu'il pourrait me dire ah non, on n'était pas d'accord pour ça. Il y aura des choses à discuter. Donc je leur ai dit les grandes lignes qui étaient importantes. Après, au niveau de la composition et de comment je vais amener ça dans le tome, c'est moi qui suis libre de faire ça, quoi. Je voulais quand même rajouter un truc sur qu'au début j'ai abordé le fait du graphisme et de la narration dans le dossier. Je pense que je voulais partager ou en fait donner un conseil à ceux qui sont en train de créer
les dossiers d'édition actuellement. Justement, ne pas tout miser sur un truc seulement. Genre, c'est pas que le dessin qui va vendre en fait, ou c'est pas que l'histoire, mais il faut vraiment il faut faire briller en fait tous ces côtés. Il faut savoir quel est le point fort de votre travail et savoir le mettre en valeur. Et donc de mettre des pages qui justement vont valoriser la narration. Là, regardez, l'enchaînement de cases, il est ouf, la lisibilité, elle est incroyable. Il faut savoir mettre ça en valeur en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis peu de pages, mais les pages quali, c'est mieux que beaucoup de pages qui racontent pas grand chose. C'est parce que vraiment, il faut l'aborder d'un point de vue marketing. Il faut vraiment avoir cette fibre de se dire, ok, quels sont mes bons points, et il faut dissimuler un peu les mauvais points. C'est pas forcément être mensonger, mais on va pas mettre en avant quelque chose qui va nous desservir, quoi. Donc je voulais insister là-dessus. Et pour le coup, moi dans mon dossier, j'ai présenté les personnages, j'ai présenté l'univers forcément, mais l'histoire, j'ai volontairement pas donné la fin parce que j'avais assez confiance dans mon histoire pour me dire, ok, si l'éditeur il est réellement intéressé, il va m'inviter et on va en parler en personne. Je voulais pas lui donner toute mon histoire, mais ça c'est un pari que j'ai fait, qui au final a réussi, mais je conseille pas forcément à tout le monde de faire ça. Et après, j'ai pas mis de page spécialement dans le dossier. Je lui ai envoyé mon bouquin parce que comme je viens de l'auto-édition, j'avais l'avantage d'avoir déjà sorti des bouquins. Et donc moi, je trouvais ça intéressant de montrer à l'éditeur qu'en fait, j'ai déjà de la bouteille et j'ai déjà sorti 2 tomes et j'en vis déjà et je suis très bien dans ce que je fais, pour que l'éditeur comprenne ma démarche en fait, que c'était pas forcément une démarche de je veux me professionnaliser, c'était plus une démarche de je cherche un partenaire pour faire grandir le projet. Voilà, donc ça c'était mon parti pris un peu différent. Ouais. Quel était ton parcours pour arriver jusque-là? Par rapport à l'art séquentiel, eh ben, c'est une très bonne question parce que l'art séquentiel, c'est une des choses les plus importantes pour moi. La lisibilité et le découpage sont des choses sur lesquelles je vais mettre 70% de mes efforts. Sur une planche, ça va être le découpage qui va être ma plus grande priorité. Et du coup, je suis allé au Japon quand même 3 fois 2 semaines à chaque fois, et je montrais mes storyboards à des éditeurs et à des mangaka japonais, et ils me faisaient des retours sur mon découpage. Et en fait, à ces retours-là, j'ai pu m'améliorer, j'ai pu mieux apprendre les codes du manga, j'ai pu apprendre à mieux raconter, à mieux mettre en scène. Et donc ça a été la chose la plus précieuse à mes yeux pour le manga. Deuxième question, l'éditeur peut-il interférer dans le scénario si l'histoire ne lui plaît pas? Ça dépend. Si ça lui plaît pas, il aurait fallu qu'il le sache dès qu'il a signé, ou avant de signer. Donc je comprends pas trop la question, parce qu'en fait, si ça lui plaît pas, il va pas signer. Ou alors peut-être la question c'est est-ce qu'il peut changer, et c'est déjà arrivé à des potes à moi qu'ils envoient un dossier et l'éditeur lui dit ouais mais change plutôt ça et ça, et après c'est à toi de voir en tant qu'auteur, est-ce que tu as envie de signer ton œuvre avec des compromis, est-ce que tu as envie de changer 2-3 trucs, ou est-ce que tu insistes pour garder tout tel quel et que potentiellement du coup tu vas refuser un contrat parce que franchement la façon dont tu l'as raconté ça te tient à cœur et tu veux pas du tout changer la chose. Donc l'éditeur il peut te demander des changements, il peut te dire ouais ça pas ouf. Et il te dira pas trop ça ne me plaît pas, il dira plutôt je trouve pas ça vendeur, ou je pense pas que ça va plaire, il va plus l'aborder comme ça. Mais c'est une possibilité, ouais. Après à toi de voir en tant qu'auteur, est-ce que tu as envie de négocier ou pas, quoi. Moi l'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà sorti 2 tomes qui sont toujours très bien reçus par le public, donc l'éditeur il n'était pas vraiment il n'avait pas vraiment la possibilité de me dire que ça marche pas, parce que clairement ça marche. Et donc c'était pas vraiment la question pour moi, quoi. Ok, mais du coup je pense aussi il y a le fait que par exemple toi tu as dit que ta série était en 5 tomes. Vu que tu n'as pas par exemple détaillé le tome 4, est-ce que si ton histoire prend un certain tournant, il a le droit de te dire là t'es édité sur 5 tomes, le tournant que tu prends n'est pas vendeur par exemple? Alors déjà, donc dans le dossier j'avais pas mis les événements exacts, mais quand je suis monté à Paris, de vive voix on en a parlé, hein. Je leur ai dit ce qui allait se passer, ils m'ont posé des questions, parce que justement ils m'ont dit ouais dans ton dossier tu nous dis pas ça. Je lui ai fait voilà la réponse, ils m'ont dit ah ouais ok tant mieux, et ils ont bien aimé la réponse, et c'est pour ça qu'on a signé au final, parce qu'ils ont bien aimé l'histoire. C'est juste moi je voulais pas la dévoiler au début. Après si arrivé au tome 4 la façon dont je raconte l'histoire elle leur plaît pas,
Là, c'est des questions de légalité ou de législation, je sais pas, parce qu'eux, ils ont signé pour faire 5 tomes avec moi, donc dans tous les cas, on va les faire. Après, est-ce que moi, j'ai le droit de partir en live? Je sais pas. C'est pas forcément de Ouais. le faire, mais ouais, j'avoue, je sais pas trop quoi penser. Est-ce que, une autre question d'Abdoul, est-ce que tu es satisfait par ton œuvre au final? Est-ce que tu es plus que satisfait? Est-ce que vraiment pour toi... Parce que ouais, c'est vrai qu'au niveau amateur et dans tous les domaines, souvent on trouve ce qu'on fait pas très fou. Parce que toi par exemple, quand tu as fini de dessiner toutes tes planches pour le tome 1, tu t'es dit, ah ben tiens, là mon premier chapitre, j'ai envie de le redessiner par exemple. Ouais, et genre le lendemain, donc je souffre de la même chose que tout le monde, hein. Il y a pas de honte à ça ou quoi. Dès que j'ai fini le tome 1, j'ai eu envie de tout refaire, donc il a fallu que je me dise bon ben je le donne. Après, la différence c'est que moi ça fait déjà 3 ans que je vis de ça, donc tous les week-ends en fait je suis en dédicace et tous les week-ends les gens ils me disent ah ouais j'ai trop aimé ça, donc je sais que ça plaît et donc il faut faire un travail personnel pour se rappeler que non même si moi je vois tous les défauts, derrière il y a beaucoup de gens à qui ça plaît énormément et qui adorent ce que je fais et il faut que je me le rappelle pour pas me laisser enfin déprimer en quelque sorte parce que je vois tous les défauts de mes dessins quoi. Ok. Et du coup, au niveau influence et inspiration, toi, il y a quoi qui t'influence? Et pas Euh, forcément au niveau manga, hein. un peu tout, je suis très film donc j'adore le film, j'adore Avatar, j'adore les films de Scorsese, j'adore les films de James Cameron, j'adore le cinéma en général. Je suis aussi, j'étais grand lecteur aussi à l'époque, donc tout ce qui va être epic fantasy, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça, j'adore. J'aime beaucoup les jeux. En fait, je m'inspire de tout, donc il n'y a pas vraiment une chose. Tout ce que je vis et tout ce que je vois, je vais essayer de m'en servir. Donc pas forcément que du manga, et d'ailleurs je m'inspire assez peu du manga parce que je trouve que du coup on tourne facilement en rond. Mhm. Mais je vais lire des œuvres philosophiques, je vais lire des articles scientifiques, je vais écouter des podcasts, je vais m'inspirer un peu de tout. C'est quoi le plus important dans l'œuvre qu'on veut produire? Je dirais que ce soit une œuvre qui te plaise à toi, parce que sinon tu vas pas durer très longtemps en fait. Euh, Moi je suis assez chanceux de pouvoir bosser sur un projet que j'ai créé, qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup. Parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Je pense à des potes qui ont pris des mangas de commande ou qui ont bossé sur des tomes qui étaient une histoire qui n'était pas à eux et qui au final l'ont fait par nécessité parce qu'ils n'avaient pas d'argent ou ils voulaient signer un contrat à tout prix. Et au final, c'est très très lourd psychologiquement en fait de bosser tous les jours sur un truc que t'aimes pas forcément. Donc je dirais voilà, il faut vraiment que ça te plaise à toi. Voilà. Du coup, est-ce qu'il faut une communauté pour pouvoir éditer aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que les éditeurs, ils te demandent ou pas? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou autres? Alors, bon, ils le savent hein, parce qu'ils voient forcément mes travaux et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé, c'est comme ça qu'ils m'ont suivi. Mais ça aide d'avoir une communauté parce que forcément, on a tous vu les mangas de youtubeurs. Hein. Le gars, il se pointe, il a 2 millions d'abonnés, il veut faire un projet, même si le projet il est pas ouf, l'éditeur il se dit que ça va se vendre quoi. Donc ça aide, mais c'est pas nécessaire. Moi, je connais des gars, ils ont très peu de communauté, ils sont pas du tout actifs sur les réseaux, mais le projet est béton et l'éditeur, il a signé derrière, donc c'est pas forcément voilà. Et après, est-ce que l'éditeur, ça lui importe ou est-ce qu'il me demande Enfin, ils savent déjà que je le poste, donc moi, ils me demandent rien parce qu'ils savent que je le fais déjà. Mais oui, quand le tome va sortir, ils vont demander de faire de la communication, ils vont demander de partager, et c'est dans ton intérêt de le faire aussi. Donc, au final, ça aide, mais c'est pas obligatoire. Oui, ça aide, mais c'est pas obligatoire. Et dernière question, donc après, elle peut paraître indiscrète, mais au niveau de la rémunération, sur plusieurs années, comment ça se déroule? Et même après que le manga soit sorti. Après, je sais pas si tu peux en parler, mais en général, si tu veux pas aborder ton cas à toi. Alors, la rémunération, je l'en parlerai. J'ai prévu d'en parler à un moment dans des détails, donc je vais pas forcément les balancer ici. La rémunération pour un jeune auteur, c'est une grosse question. C'est pour ça que je veux pas juste balancer des chiffres parce qu'après les gens ils pensent que c'est ça le standard et c'est pas forcément ça.
La rémunération, ça va dépendre de combien l'éditeur il pense pouvoir se rembourser sur ton manga. Et au final, et combien tu vas vendre. Donc c'est forcément les gros youtubeurs qui veulent faire un manga, ben forcément ils peuvent demander plus parce que l'éditeur il sait derrière qu'il va vendre au taquet de bouquin. La rémunération, il vaut mieux la calculer pour te dire est-ce que si j'ai que ça sur une année, est-ce que je peux vivre et est-ce que je peux avoir le temps de faire mon manga à côté. Si l'éditeur il te paye un peu, mais que tu dois avoir un deuxième taf à côté pour vivre et en plus il faut que tu fasses tout le dessin, tu vas pas durer longtemps, quoi. Moi j'ai déjà fait mon premier tome de manga en auto-édition, je l'ai fait en même temps que j'étais à plein temps à la SNCF. Ça me faisait des journées de bâtard hein, et j'ai ma santé qui a souffert, j'ai vraiment pris cher. Donc ça me faisait des journées de 17 heures de taf par jour, c'est énorme. Il faut calculer plus la rémunération en mode quel est le compromis entre l'investissement de temps et le fait de pouvoir vivre correctement. Et pour les nouveaux, c'est généralement entre 12 000 et 14 000 euros le tome. Si tu peux faire un tome en 8 mois, quoi, par exemple. Et du coup, est-ce que tu reçois un gros chèque dès le début et on te dit que ça te suffit pour 8 mois? Ou alors tu as une rémunération mensuelle Ça dépend comment tu veux procéder. Il y en a qui prennent... Alors, le gros chèque, ils ne te le donneront pas au début parce que... Enfin, à moins que tu sois un auteur confirmé. Ouais, c'est sûr. Et les gars, t'imagines, le gars, il disparaît dans la nature avec son chèque, là. Donc... Non, il y en a qui prennent moitié au début, moitié à la fin. Il y en a qui se font payer à la page, c'est-à-dire que dès que tu finis une page, ils t'envoient le tarif à la page, peut-être 70 euros, peut-être 100 euros la page, je sais pas ce que tu as négocié. Moi, c'est pour un paiement mensuel en fait. Donc j'ai divisé ma somme. Par 6 parce que je voulais faire un tome en 6 mois, donc finalement ça n'a pas du tout été le cas. Mais il me versait une somme mensuellement, ça me faisait une impression de salaire en fait, et moi ça me permettait de vivre comme si j'étais toujours dans mon taf normal. Et après bon, comme je faisais quand même mon auto-édition à côté et que je faisais quand même les salons, les dédicaces, les conventions, j'avais quand même un apport supplémentaire de revenus du fait de continuer mon auto-édition à côté, quoi. Si tu veux finir en parlant légèrement de ton œuvre, parce que du coup tu l'as pas fait en répondant, en donnant les petits conseils sur l'édition. Je te laisse. Ouais, après mon œuvre, voilà, je vous laisse à tous la liberté d'aller voir sur mon Insta. Après oui, mon œuvre, donc bon, le tome il sort le 21 juin en librairie, donc j'espère que tout le monde prendra le temps d'aller la voir en librairie. Puis après mon planning dédicace cette année, il va être sévère, donc tout le monde aura l'occasion de me voir normalement. Donc voilà, mon auto-édition sera toujours disponible et j'essaierai de l'amener avec moi un max, mais il y aura le nouveau tome également. Et on part sur une bonne grosse saga avec plein de rebondissements que les gens qui me suivent, je vous garantis que vous y attendrez pas. Et par rapport à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, si j'étais fier de ce que je faisais, le dessin, c'est très difficile psychologiquement pour moi d'en être fier. En fait, j'ai beaucoup de mal à aimer ce que je fais. Par contre, l'histoire, elle est vraiment cool et je l'aime beaucoup et j'en suis très fier. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute que la suite, ça va être un banger.